En Côte d'Ivoire, heure entre forces de l'ordre et étudiants grévistes à Bouaké. On va parler également de la Guinée-Conakry, l'ex-président de la commission électorale écroué pour enrichissement illicite. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa rend hommage à la CEDEAO pour sa stratégie décisive contre les coups d'État. Et puis on termine par le Togo. Vie chère, le gouvernement plafonne les prix des denrées alimentaires. Nos invités sont en place. Adam Adjranou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Madame Sophia Kenyonsi Adanou, sociologue et analyste politique. Nous avons également l'activiste panafricain Horus Donkovi. Bonjour Horus, vous allez bien? Bonjour à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir d'être sur les plateaux. Je suis content de retrouver Adam et Madame. Sophie, oui c'est un plaisir. Voilà. C'est toujours un plaisir de recevoir Madame également, vous allez bien? Oui, tout le monde va bien? Oui, et chez vous? Je vais bien aussi. Bon, bonsoir et bienvenue à mes co-débatteurs. Adam, on se retrouve. Hein? Oui Michel, c'est un plaisir, merci de m'avoir invité. Allez, on commence donc par la Côte d'Ivoire. Les forces de l'ordre ont dispersé, c'était mardi, à coups de gaz lacrymogène, des étudiants en grève sur le campus de Bouaké au centre du pays dans des heures qui ont fait plusieurs blessés. Les étudiants, madame, on commence par vous, de l'université sont en grève depuis lundi. Pourquoi? Pour quelles raisons précisément? Bon, les étudiants sont en grève avec les forces de l'ordre. Et quelque part, ils disent qu'il y a une qui était décédée avant les fêtes de Pâques, donc ils n'ont pas suffisamment fait le deuil. Et puis bon, il y a d'autres qui manquent de cours, de professeurs pour les cours. Et puis ils réclament les meilleures conditions de vie sur le campus et surtout dans le domaine de l'éducation. Donc je crois qu'ils n'ont pas été compris. Et voilà, déjà lundi, ils ont commencé par faire sortir... Bon, il y a déjà le lycée, le collège qui a commencé par gréver. Ils ont commencé par faire sortir les élèves de l'établissement. Et ce qui n'a pas été quand même bien vu par les autorités scolaires et de l'éducation. Et ils ont appelé les forces de l'ordre et ça a commencé par ne pas être bien entre eux. Donc ils ont commencé par lancer les gaz lacrymogènes, d'autres les pierres, les étudiants de leur côté par lancer des pierres et ainsi de suite. Et puis bon, il y a aussi des blessés qui sont là et ces cas-là qui sont... Donc voilà à peu près la situation telle que moi je l'ai vue. J'ai vu le passage vidéo et puis bon, j'ai lu un peu par rapport à ça. Bon, je crois que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe souvent au Russe Donkovi en Afrique, entre les étudiants et les autorités. Oui, malheureusement, c'est ce qui se passe. Après, je pense que ça mérite réflexion. Je pense qu'à un moment, au niveau de nos États, on a besoin de réfléchir au rapport de l'État à l'université. Pour les États africains, c'est quoi une université? Je pense que c'est important parce qu'on a l'impression parfois que on infantilise les étudiants et qu'on a l'impression que ce sont de grands élèves sur lesquels qui n'ont pas le droit à l'expression, qui n'ont pas le droit à une certaine forme de contestation, qui n'ont pas le droit à une certaine forme d'organisation, qui n'ont pas le droit de réclamer un certain nombre de choses. Et ça, c'est dommage parce que lorsqu'on fait parce que le modèle de l'université, on le copie quelque part. Et quand on voit les pays que l'on copie, on s'aperçoit que l'université, c'est, si vous voulez, un jardin où fleurissent les essences qui vont construire la nation. La nation, oui. Ce qui renverse le général de Gaulle en 69, ça part d'un mouvement estudiantin. Le changement de gouvernement à un moment au Canada, ça part d'un mouvement estudiantin. Quand vous regardez la place Tiananmen, la répression de la place Tiananmen en 89, ça part de contestation estudiantine et ainsi de suite. Donc, à un moment, je pense que il faut que les États africains revoient qu'ils revoient leur rapport à l'université. Et c'est d'autant plus important que lorsqu'on observe, par exemple, ne serait-ce que la vie politique de d'autres pays, on s'apercevra que, par exemple, quelqu'un comme Sarkozy était membre de la jeunesse, était président de la jeunesse du RPR. Il venait à peine de rentrer à l'université. Vous regardez le cas de Marion Le Pen.
elle a à peine fait 1-2 années d'université lorsqu'elle rentre en politique et s'exprime devant les médias. Vous aurez la même chose avec le fils Sarkozy. On peut citer les exemples. David Cohn-Bendit, qui était le leader de la jeunesse estudiantine, disons un des leaders de la jeunesse estudiantine dans les années 69, quand ça secoue De Gaulle. Donc aujourd'hui, on le voit avec le jeune Tanguy, qui est partout sur les réseaux sociaux. Le jeune Tanguy, première année de droit. Effectivement, j'aurais pas voulu donner cet exemple, mais après, première année de droit, et c'est normal parce que je rappelle que nos États ont fixé le droit de vote à partir de 18 ans. À 18 ans, on a le droit de vote. À partir de 18 ans, la plupart sont à l'université. Donc, de fait, ce sont des adultes. De fait, ce sont des adultes. Donc, je pense qu'il faut revoir cela. Après, il y a une grosse question qui vient, qui est de l'ordre de l'organisation de nos États, ou disons, si vous voulez, de l'organisation du système éducatif de nos États. Est-il avantageux pour nous d'avoir les universités structurées comme nous les avons actuellement? Je m'explique. Les États que je connais qui ont pu être en crise à un moment, comme la Chine, à un moment ont essayé quand même de décentraliser la chose universitaire. En Afrique, on essaye de tout centraliser et au final, on perd. On perd c'est-à-dire sur tout disons, sur toute la ligne, on a des décrochages. On va avoir des décrochages au niveau du CEPD, des décrochages au niveau du BEPC, des décrochages au niveau du bac. Et maintenant, quand il y a l'université, les premières, deuxième années sont les années où les étudiants décrochent le plus. Après, ils vont arriver en licence et master. Et le LMD actuel ne leur permet parfois même pas de continuer parce qu'il n'y a même pas les enseignants pour pouvoir les encadrer. Donc ça veut dire que le modèle qui est celui qu'on a, disons, dans lequel on a investi sur 20, 30, 40 années est un modèle peut-être qu'il faut revoir. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de pouvoir investir dans du cycle ingénieur et avoir une école d'ingénieurs, je sais pas, peut-être à Dapaon, par exemple, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, avoir une école d'ingénieurs à Korogo, une école d'ingénieurs à Bondoukou, dans le sens où les élèves qui vont sortir après le bac, ils vont pouvoir rester dans la localité et pouvoir investir dans la localité. Ce que l'on a, le système éducatif, lui, celui qu'on a actuellement, participe à appauvrir nos régions. Parce que ce qui se passe, c'est que dès que l'enfant doit poursuivre son cycle, son cursus, il doit rejoindre la grande ville. Et lorsqu'il rejoint la grande ville, il ne retourne pas dans son milieu d'origine. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans la grande ville faire le cycle universitaire estiment qu'ils sont dépréciés. Donc ils décrochent et maintenant, soit ils font une formation bateau, ou soit parfois ils vont carrément en exil. Donc je pense qu'il y a une réflexion à faire aussi de ce côté-là. Adam, les étudiants de l'université de Bouaké réclament les meilleures conditions d'études, notamment la possibilité de passer leurs examens ailleurs qu'à Abidjan. Alors, est-ce qu'il y a eu des discussions en amont entre ces étudiants et leurs responsables, parce que les forces de l'ordre ont saccagé même des chambres d'étudiants? Non, vous savez, je pense que souvent ces réclamations-là, ce sont des rhétoriques, ont toujours des rhétoriques internationales, il n'y a rien de nouveau. Vous avez constaté que des similitudes entre ces réclamations dans pratiquement tous nos pays africains. Et il a bien fait de pouvoir donc le placer dans une sorte d'historique donné. Et ça, je pense que cela interpelle et convoque d'ailleurs même les luttes comme menées, les pères de l'indépendance. Et vous allez voir également qu'il y a eu une nouvelle génération également issue naturellement de ces revendications-là qu'on connaît les universités occidentales liées et également qu'on a importées dans nos pays. Donc, de toutes les façons, lorsque vous prenez les gouvernants, que ce soit les pays occidentaux, que ce soit dans nos pays, ont toujours gardé une sorte de rhétorique liée au fait que ces mouvements-là ont toujours des tendances politiques. Surtout, on connaît la Côte d'Ivoire et le rôle que ces étudiants ont joué même. Voilà. Lorsque vous prenez d'ailleurs même ces leaders politiques, surtout la nouvelle classe, elle est toujours liée de ces contestations. Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, ils sont tous issus. Il y a des exemples africains que nous pourrons relever, que ce soit dans nos pays, le Togo en a connu, le Bénin, etc. Donc je pense que
fondamentalement, il faudrait véritablement que, au-delà, si, moi j'estime qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez ces nouveaux dirigeants-là, ils ont une réflexion assez poussée de ce que qu'il y ait une transformation dans nos universités liées donc aux unités d'enseignement qui ont connu des évolutions. Ce n'est plus comme par le passé. Aujourd'hui, ça connu des évolutions, mais l'étudiant ne se sent pas véritablement dans cette logique-là parce que les difficultés se sont accumulées et qui convoquent également de nouvelles réclamations qu'on n'arrive pas tout de suite donc à s'ouvrir. Donc ça voudrait dire quelque part que cette réflexion, elle est de mise, mais également, moi je pense qu'il faudrait quand même qu'on sorte de cette retenue liée donc à la politique qui également tire des ficelles en ce qui concerne ces réclamations. Parce qu'il a également dit, parce que lorsque vous prenez ces mouvements qui commandent déjà dans les universités, ils ont toujours des tentacules qui revêtent pratiquement dans des mouvements qui ne font pas du bien pour nos pays. Donc je pense qu'il faudrait que les réflexions changent, mais également pouvoir véritablement faire en sorte que ces réclamations puissent être canalisées dans une cohorte de sorte qu'à pouvoir véritablement poser les problèmes en amont avec les dirigeants. Mais lorsque vous finissez plus loin, vous constaterez qu'il y a des motivations qui sont autres que les motivations réelles exprimées par les étudiants. C'est d'ailleurs même ce qui fait que les dirigeants ou les dirigeants de ces universités-là convoquent tout de suite donc la police. Si vous voulez rester dans une sorte de pacifisme donné, vous risquez tout de suite d'être débordé et arriver, puisque dans l'histoire africaine, nous avons connu toujours ces étudiants qui vont dans les cas, ce que vous construisez. Par exemple, ce serait quand même malsain que vous preniez tout ce qui a été fait dans l'université de Lomé ces dernières années, que vous laissez véritablement les universités aller vers ces cas-là. Or, les mentalités sont toujours forgées à être dans cette logique-là. Donc, je pense que les étudiants également, il faudrait quand même qu'il y ait une rigueur liée donc à la canalisation de ces réclamations-là, et c'est ce qui se fait en temps. C'est vrai que les gens peuvent contester le fait qu'on fasse tout de suite intervenir donc la police pas pour fondamentalement réprimer, mais pour canaliser ces réclamations. On a vu par exemple lorsque vous prenez les universités de Lomé dans un passé récent où les élèves débordent du campus universitaire, se déversent dans les rues, etc., avec tout ce qui va avec. Donc moi je pense que au-delà de tout, il faudrait quand même qu'en amont, les leaders organisateurs de ces mouvements-là puissent avoir en amont des discussions avec les autorités, poser réellement les problèmes. Et les autorités aussi peuvent initier ces rencontres. C'est très important. Les cas de rencontres existent toujours. Les cas de rencontres existent toujours. Mais moi, je pense que ce sont ces préalables-là qu'on a toujours l'impression d'imposer aux leaders. Et lorsque vous savez, les autorités aujourd'hui ne sont plus ces autorités-là qui laissent faire, parce qu'ils ont quand même des réponses en termes de bilan à donner, et donc tout de suite, et lié également aux budgets qui sont conférés, que ces budgets-là ne doivent pas être des budgets qui sont tout de suite reversés seulement pour les réclamations estudiantines, mais qui vont au-delà de la construction, etc. Puisque aujourd'hui, c'est un leadership lié donc à des universités, puisque lorsque ces universités sont classées, on ne les classe pas parce que compte tenu de l'effectif, il faut la qualité de l'enseignement, les unités d'enseignement, la qualité des infrastructures, etc. Donc, ceci font que ces dirigeants-là ne sont plus dans cette logique-là de pouvoir tout de suite tempérer par exemple aux réclamations de ces étudiants. Vous voyez, madame, en 2 minutes, des mouvements politisés, puisque Jacob Ouattara, il est tout simplement le secrétaire général du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a dit que les chambres des étudiants ont été saccagées. Alors la source policière vient et dit qu'aucune chambre d'étudiants n'a été vandalisée. La preuve, c'est que les vidéos de surveillance sont là pour attester ou prouver. Bon, en tout cas, voir derrière tout de suite une manipulation politique, il faut quand même prendre ça avec pincette et puis analyser à fond. Parce que qu'est-ce que les étudiants réclament? Est-ce que c'est vraiment fondé? Est-ce que leur réclamation est cohérente par rapport quand même à leur agissement maintenant? Moi, je crois qu'il faut toujours préconiser la voie du dialogue. Le dialogue. Si en amont, on a dialogué, les autorités ont dialogué avec les étudiants par rapport à leurs revendications. Et chemin faisant, bon, en tout cas, je ne crois pas que quand les autorités auraient expliqué aux étudiants que nous ne pouvons pas, pareil moment, jusqu'à tel moment, vous satisfaire, je ne crois pas que ces étudiants-là vont se mettre à vandaliser les choses. Non, je crois plutôt qu'ils vont se temporiser. Et puis bon, si le délai
le délai auquel ils sont soumis, le délai est passé, plus rien n'est fait, mais on voit que dans la réalité, c'est possible. Les étudiants peuvent rentrer en grève et réclamer à nouveau. Surtout qu'on connaît les étudiants, on connaît la jeunesse qui a un sang chaud, qui c'est vrai qu'il faut les éduquer, il faut éduquer et passer l'information, passer l'éducation pour qu'on n'arrive pas à tout de suite à être sur le... qu'est-ce que je veux dire? Être pressé à obtenir ce qu'on réclame, mais dans un dialogue, analyser aussi, voir s'il y a les ressources qui sont disponibles, possibles pour ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils réclament. Il y a aussi ceux qui doivent passer aussi leur thèse et avec les conditions et d'autres choses aussi. Donc, la circulation tout autour de l'université, à l'intérieur même et au niveau des lycées aussi, ils ont réclamé à ce que tout ça là soit quand même revu pour qu'il n'y ait pas d'accident. On va voir tout ça là, si vous le permettez, juste après la petite pause. Ok, merci.